J'ai pour objectif de semer les petites graines un peu partout. Et puis, le fait est que ça marche puisque les graines ont poussé depuis que je l'ai fait. Mais voilà, c'est mon seul objectif. Je ne calcule pas le chiffre d'affaires et la rentabilité d'un événement quand j'y vais. Bonjour et bienvenue sur le podcast Flow and Cashflow. Aujourd'hui, je reçois Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Chloé. Je vais te poser une première question. Dernièrement, qu'est-ce qui t'a rendu très fier? De quelle fierté es-tu hyper en joie? Eh ben, ma plus grande fierté dernièrement, c'est de réussir à passer à temps plein sur mon activité et de pouvoir en vivre. Vraiment, c'est ce qui me rend le plus fier. C'était mon objectif et je l'ai atteint, donc je suis ultra satisfait de ça. Super, bravo. Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu es resté à temps partiel ou tu as gardé un salariat complet et après tu as basculé? Comment tu as fait ça? Oui, j'étais en temps plein, pardon, à temps complet jusqu'à ce que je décide de faire la bascule. Et effectivement, je me suis lancé, j'ai fait cette bascule-là. J'avais pas encore la masse critique de clients dont j'ai besoin et que j'ai réussi à obtenir après. Mais c'est pas grave, je sentais quand même que ça montait crescendo en nombre de clients, en nombre de rendez-vous, et que c'était le bon moment pour moi de quitter mon emploi. Super. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans cette charge? Parce que j'imagine que la charge au niveau activité, ça devait être assez costaud. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour pardon, je reprends. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour prendre soin de ta charge mentale? Bah, le principal chose à faire pour prendre soin de sa charge mentale, c'est d'avoir un bon équilibre entre le pro et le perso. Alors ça, c'est ce qu'on lit dans les livres. Mais le point principal, c'est bien s'organiser. C'est-à-dire, faut savoir qu'est-ce qu'on veut, combien de temps on est prêt à travailler. Après, moi, je sais par expérience, bah, ça fait 20 ans, plus d'une vingtaine d'années que je travaille, et j'ai pris l'expérience de m'auto-organiser depuis bien longtemps, et au final, j'ai pas tant besoin de m'organiser pour avoir du temps libre. C'est vrai que l'agenda en tant qu'entrepreneur débutant, il n'est pas complet. Et donc, ça permet aussi d'avoir des périodes de creux dans ces journées. Ça permet de faire du sport, ça permet de regarder des vidéos sur YouTube, ça permet d'écouter des podcasts, de lire des livres. Voilà, on a peut-être des grandes plages horaires pour s'adapter aux horaires des clients, mais pour autant, on a des trous aussi, et ça permet de un peu d'équilibrer tout ça, de faire à la fois du travail quand c'est intense, et à la fois des périodes un peu plus de repos, de calme, quand on n'a pas de rendez-vous client. Ok, super. Donc toi, tu as vraiment mis à profit ces périodes-là pour apprendre et continuer de te former. Oui, oui, c'est important en tant qu'entrepreneur, bah, plusieurs choses. Déjà, le développement personnel, c'est important, et ça, c'est important pour toute sa vie, j'ai l'impression. C'est un investissement sur soi qui est essentiel. Mais aussi, c'est pas que de la production et que du rendez-vous client, hein. Faut aussi investir dans sa boîte. Et quand je dis ça, alors ça peut être de l'investissement financier, se payer des prestations, se payer des formations pour sa boîte, mais c'est surtout mettre en place les choses, construire les fondations de sa boîte. Ça, c'est essentiel. Alors, c'est des choses qui ont l'air de rien comme ça. Construire son site internet, c'est du temps qu'on prend. Ce n'est pas de la production en tant que telle, mais il faut bien le faire. C'est partie de la vitrine qu'on expose à nos clients. Euh, Ça peut être tous ces scripts, des routines de prospection, toutes ces routines au quotidien, préparer sa communication digitale, ce genre de choses. Ça fait partie du temps qu'il faut organiser. Toi, quand tu t'es lancé, quel canaux d'acquisition client, quel canaux tu as pensé? Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour aller magnétiser à toi les clients qui ont vraiment besoin de ton expertise? Et du coup, ça peut peut-être être l'occasion aussi de nous rappeler quelle est ton expertise, s'il te plaît. Alors, mon expertise, pour être clair, donc je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Donc, j'ai un diplôme en conseil en investissement financier et immobilier. Donc, j'accompagne les personnes, les salariés, cadres, les entrepreneurs à investir, à construire un patrimoine et à se préparer pour les prochains challenges financiers qui peuvent être la retraite, la préparation des études des enfants. Voilà, peu importe ces échéances financières. Voilà, quand je les accompagne. Et j'ai cru au départ, et ça va expliquer pourquoi j'ai utilisé ce canal-là, j'ai pensé au départ que tout le monde pouvait investir, et parce qu'ils avaient l'éducation financière suffisante et qu'ils pouvaient y aller. Et je me suis dit, je vais leur ramener une couche à tous ces gens-là au travers d'Instagram pour toucher vraiment un large public, et puis bah, vraiment accompagner le plus de monde possible.
Le fait est que sur Instagram, bon, j'ai pas mal communiqué dessus. J'ai récupéré pas mal de personnes qui voulaient travailler avec moi, mais finalement qui n'avaient pas les capacités financières d'investir. Je leur ai fait un plan quand même, hein. Tout le monde mérite d'être aidé. Malheureusement, bah, quand on vit pas de son activité déjà, bah, il y a des challenges autres à affronter et sur lesquels je ne suis pas la bonne personne pour les accompagner. Il y a des coachs budgétaires qui existent, ce n'est pas mon métier en tant que tel, donc je peux les accompagner, je peux les diriger vers ça. Maintenant effectivement, je n'ai pas pu aider tout le monde. Donc au départ, je me suis lancé sur Instagram, effectivement, et puis j'ai vu que ma cible n'était pas forcément là. Je me suis lancé sur LinkedIn après, et là j'ai eu une audience beaucoup plus qualifiée sur LinkedIn avec pas mal de professionnels, justement, soit des travailleurs et des salariés cadres déjà par mon réseau existant, mais aussi bah, les entrepreneurs que je connais, qui font partie de mon réseau. Voilà, mon audience sur LinkedIn est beaucoup plus qualifiée. Et bien sûr, là on parle de canaux digitaux sur lesquels je suis, mais je ne fais pas que ça, et je fais aussi beaucoup d'événements en physique, des réseaux d'entrepreneurs en ligne et en physique, notamment les samouraïs où on s'est rencontrés. Mais voilà, je vais souvent à la rencontre des gens en vrai, dans des contextes divers et variés. J'ai l'impression que tu exploites, et d'ailleurs, il y a l'épisode juste avant, je pense, c'est celui que j'ai enregistré il y a pas longtemps avec Véronique, qui elle aussi milite pour réseauter en physique en plus du digital. Et son fer de lance, c'est vraiment de dire qu'on va dans les réseaux en physique, pas du tout pour vendre nos prestats dans l'idée, mais plutôt pour créer bah, des collabs, des partenariats vraiment à long terme et se retrouver des recommandations et vraiment créer un réseau, mais sans penser direct à vendre. Est-ce que c'est un axe que tu partages toi aussi? Je partage totalement cet axe-là. Pour moi, quand je vais rencontrer des gens, au sens large, j'ai qu'un seul objectif, c'est de connaître la personne et que la personne me connaisse. C'est la seule chose que je me dis en y arrivant. Je n'ai pas d'enjeu de chiffre d'affaires ni quoi que ce soit. Il y a rien qui est calculé. Juste, je suis là pour écouter les autres, pour faire des nouvelles connaissances. Et la cerise sur le gâteau, quand j'ai réussi à exposer ce que je fais comme métier et l'intérêt qu'ils pourraient éventuellement avoir de travailler avec moi, ça s'arrête là. Moi, je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que à la fois, bah, peut-être qu'ils peuvent avoir le besoin pour eux, parce que les enjeux financiers, tout le monde en a, et c'est un peu très personnel. Ils n'ont pas forcément quelqu'un avec qui échanger leurs enjeux financiers, donc je me suis présenté pour ça. Mais également pour leur entourage, parce que des fois on en parle en famille, et puis ça peut faire tilt. Moi, je sème la petite graine, et après, ah bah oui, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un à la soirée machin, il faisait ça, bah je peux vous mettre en contact. Et donc voilà, Ok. Et ça me fait penser, quand tu as compris que Instagram, ça n'était pas ton cœur de cible premier, alors j'ai deux questions. La première, c'est tu t'aurais pu te dire que tu vas créer une petite formation pour peut-être ces personnes-là qui auraient besoin de conseils financiers, peut-être plus au niveau socle de la vie quotidienne, si j'ai bien compris. Et deuxième question, qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn? Est-ce que tu fais de la prospection froide? Quelle est ta méthode? Ou est-ce que tu ne fais que exploiter ton précédent réseau? pour répondre à ta première question, mon l'ADN, ce que je propose, moi, c'est de l'accompagnement. C'est vrai que j'ai envie de croire que les gens, la connaissance, elle est partout. Donc, créer une nouvelle formation, alors qu'il y en a déjà des centaines existantes, ça ne m'intéresse pas. Les gens, s'ils veulent de la connaissance, il y a Google, il y a ChatGPT, il y a tout un tas de personnes qui font de la connaissance partout, il y a du snack partout. C'est pas ce que je veux faire. J'ai pas envie. Peut-être que ça serait lucratif, je n'ai pas calculé la chose, mais c'est pas ce que je veux faire, c'est pas mon ADN de vendre de l'information. Effectivement, peut-être que Instagram serait une meilleure cible par rapport aux leads que j'ai pu rencontrer sur Instagram. Je pourrais éventuellement essayer de leur vendre quelque chose, une formation sur comment débuter en investissement ou ce genre de choses. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite faire. Pour répondre à ta deuxième question, redis-moi ta deuxième question, Ta s'il deuxième te plaît. question, c'est pour nous donner une idée de comment prospecter, entre guillemets, et comment faire en sorte que les clients arrivent à nous sur LinkedIn. Quelle est ta méthode? Est-ce que tu exploites ton précédent réseau que tu avais constitué? Est-ce que tu fais de la prospection froide? Est-ce que tu commandes des postes de clients potentiels? Comment ça se passe chez toi? Ok, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit juste avant sur la partie réseau physique. Mon objectif sur LinkedIn, c'est pareil, c'est de semer les graines. Moi, c'est une vitrine. C'est une double vitrine. À la fois une vitrine, je suis connecté à pas mal de monde
Et j'envoie des messages tous les jours de la semaine, réguliers, sur du mindset d'investisseur, sur des techniques d'investissement, sur pourquoi c'est important d'investir. Tout ça, toutes ces petites graines-là, je sais que des gens le lisent. Je vois le nombre d'impressions, donc des gens me lisent. Et donc je sème cette petite graine dans les esprits des gens. Ma prospection, j'ai pas besoin après, je ne me sens pas le besoin d'aller voir les gens en plus pour leur demander et alors, t'as combien pour à investir cette semaine? Non. Pourquoi? Parce que bah, quand on parle d'argent, c'est assez indiscret. Les gens ne font pas confiance à n'importe qui et ils ont raison. Donc c'est vrai que la prospection, j'ai pas envie d'être intrusif comme ça. Malgré tout, je fais de la prospection comme je fais de la prospection en physique, c'est-à-dire que je vais m'intéresser aux gens. Il y a des gens, par exemple, qui vont liker mes posts, et puis bah, quand je remarque que c'est plusieurs fois la même personne qui a liké mes posts, bah, je m'interdis pas d'aller lui dire bonjour, d'aller la remercier pour son soutien, et puis de faire un petit peu connaissance, et ça s'arrête là. Je vais pas spécialement me présenter en plus, parce que la personne, elle a déjà vu mes posts, elle sait à peu près ce que je fais. Donc non, m'intéresser à la personne, de m'intéresser, bah, c'est quoi mon audience, c'est qui, et quels sont leurs besoins éventuellement. Mais ça s'arrête là. Pas de prospection euh, chaude, ou pas de prospection, on va dire, intensive, pour essayer de vendre quelque chose. C'est pas dans mon intérêt. Ok, c'est très clair. Est-ce qu'il y a dans ton parcours ou dans ta vie un événement ou une rencontre humaine qui a vraiment été game changer pour toi? Oui, oui, tout à fait. Ça fait une vingtaine d'années que j'investis et que j'investis dans pas mal de classes d'actifs différents, que ce soit de l'immobilier, que ce soit du financier. On peut même parler de crypto-monnaie. J'ai une connaissance assez large parce que j'ai testé plein de choses. J'ai testé plein de choses de manière, bah, comme un amateur, comme les investisseurs amateurs qu'on connaît tous. Hein. Tout le monde a investi un peu à droite à gauche. Et donc j'avais bah, pas mal de connaissances, mais un peu isolées et pas très stratégiques. Et j'ai eu un héritage suite au décès de mon père. J'ai eu un héritage et je me suis dit peut-être que là, il est temps pour moi d'arrêter de jouer et de passer aux choses sérieuses. On... C'était pas un gros héritage non plus, mais je me suis dit, ok, bah maintenant j'ai quelque chose de sérieux entre les mains, c'est pas quelque chose à moi, c'est quelque chose que je reçois, c'est pas quelque chose que j'ai construit moi-même, donc j'ai peut-être cette fois le gérer sérieusement, et je vais le gérer sérieusement pour mon avenir. Et donc je me suis dit dans ce cadre-là, je vais rencontrer des conseillers en gestion de patrimoine pour parler avec eux de qu'est-ce que je peux faire. Et parmi les conseillers en gestion de patrimoine que j'ai rencontrés, il y en a un qui m'a marqué, avec qui je travaille aujourd'hui d'ailleurs, donc ça m'a bien marqué, c'est quelqu'un qui m'a proposé une vision différente de la gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'investissement pour faire du chiffre, on ne parle pas de rentabilité, on ne parle pas de performance, on parle de projet et de projet de vie. Et là je me suis mis à m'interroger en me disant, mais en fait, faire du pognon pour faire du pognon, ça va servir à quoi au final? C'est bien. Hein, on fait 10% par an, on passe de 100 000 euros à 110 000 euros, ok, mais on en fait quoi de cet argent-là? Parce que il va bien falloir en profiter un jour. Et donc ce CGP-là m'a fait prendre conscience que derrière l'argent, il y a des projets. Et c'est bien de mettre les projets avant l'argent. C'est bien de prendre conscience de pourquoi on veut le faire, pour pouvoir faire l'effort d'y aller. Le reste, c'est que de la stratégie, c'est que de la technique, des performances, des bons produits, etc. Ça, c'est facile. En tout cas, c'est le travail. C'est un travail technique d'un conseiller en gestion de patrimoine. Ça, c'est OK. Mais par contre, trouver son pourquoi et mettre un pourquoi derrière l'investissement, bah là, ça m'a parlé. Et là, je me suis dit, OK, maintenant, je mets mon argent au service de mes projets. Et je me suis dit aussi, bah c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, je vais arrêter qu'on parle de performance avec mes clients, avec mes amis. Non, c'est OK. Est-ce que c'est quoi ton projet derrière? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, ça change tout. Ah, c'est super intéressant. On y reviendra un peu plus dans le détail dans le deuxième épisode. Qu'est-ce que tu mets en place justement au quotidien comme petites actions pour que ta vie professionnelle, en tout cas c'est ce que je perçois, soit vraiment alignée à tes choix de vie et à ta vision? À titre personnel, tu veux dire? Personnel et professionnel, enfin c'est un petit peu lié finalement parce que c'est pas étanche quoi. Ok. Moi, ce que je fais dans mon quotidien, c'est de définir mes objectifs, déjà, que je sois clair avec mes objectifs, que je sois clair avec mon pourquoi je le fais, et ma priorité.
Ma priorité, clairement, jusque-là, c'est ma sécurité financière. Je suis passé d'un statut de salarié cadre plutôt correctement payé à un entrepreneur fauché. Ah, qu'on soit clair, le gap est difficile. Bien sûr, je suis pas parti avec un gap de zéro. J'ai quitté la boîte avec un certain revenu. J'ai aussi un patrimoine de côté qui me permet de combler ce passage d'un bon salaire à zéro et de pouvoir construire après sur ce long terme. Mais ce qui est important, c'est effectivement, j'avais un objectif, la sécurité financière, et donc focus dessus. Ça sert à rien de s'éparpiller, de se dire, bah, on va faire tel projet. Non, il y en a un projet pour moi. Tous mes projets doivent servir un seul objectif, la sécurité financière. Une fois que je serai à la sécurité financière, une fois que l'objectif sera atteint, j'irai chercher un autre objectif. Mais là, focus d'abord sur cet objectif-là. Et toutes mes actions, bah, quand je les fais, je me pose la question, est-ce qu'elles servent mon objectif ou pas? C'est pas grave si elles servent pas mon objectif, hein. On peut aussi avoir des petits projets plaisir. C'est pas grave. Mais il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Est-ce que je sers mon objectif ou est-ce que je fais ça pour le fun? Super, merci beaucoup. Je garde cette idée, on la reprendra pour le deuxième épisode, c'est la fin du premier. Pour te retrouver sur les réseaux, Loïc, je mettrai les liens dans le commentaire. On te retrouve où? Eh ben, on peut me retrouver sur LinkedIn avec mon nom, Loïc Vio. On peut me retrouver sur Instagram sur le tag Boost tes finances. Et j'ai un site internet, boostetfinances.fr. On peut me retrouver sur ces Super, 3 endroits-là. parfait, merci Loïc. Merci Chloé. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!